Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Photo de couverture gracieusement offerte par Monsieur Jean-Claude Geret. Avec mes remerciements à Mademoiselle Lola Lesmarie et à Madame Camille Durette pour l'aide apportée à l'édition de cet ouvrage. Ce livre est un mixte de journal personnel et de fiction. Personnages et parcours imaginaires rejoignent les méandres complexes de divers arrachements et recompositions familiaux. Dans ce contexte romancé, à l'exception de lieux publics et de quelques personnages officiels, toute identification à des personnes vivantes ou décédées serait pure coïncidence. Ce qui me semble le mieux caractériser cette époque, c'est la séparation. Tous furent séparés du reste du monde, de ceux qu'ils aimaient ou de leurs habitudes. Et dans cette retraite, certains furent forcés à vivre une vie d'animal traqué. Albert Camus dans Carnet de guerre. Un Monché. Il était beau. Un Saint-Joseph au visage tout cuivré comme celui de l'église, moi j'étais sa vierge. Tu te rends compte, appelle-moi Tché, m'avait-il dit. Ses cheveux noirs sortaient de toutes parts de son béret. Il se prolongeait par un collier et une moustache fournie dégageant un parfum d'eucalyptus, un authentique Tché Inca. Sur la main qu'il me tendait, je vis une chevalière argentée grosse comme une noix d'arec. Ses souliers, car il avait des chaussures, étaient tachetés comme la peau des grenouilles ensorcelées du lac Titicaca. Il finissait bizarrement en pointe, et je me demandais comment il pouvait y loger ses orteils. J'avais peut-être 14 ans. Je ne sais pas exactement. Ici on ne compte pas en années. Il suffit que les seins s'épanouissent soudainement dans des formes incertaines, que le sang salisse la natte sur laquelle on s'est endormi enfant et réveillé adulte, que la peau devienne aussi lisse qu'une mangue bien mûre, bref, l'âge de passer un linge entre les jambes comme le signalent les mamans à leur entourage. Non pas l'âge du calendrier, celui du corps. Il m'avait regardé une fois, 2 fois, s'était éloigné, avait chantonné. Une fleur est née, ses pétales ne s'ouvrent pas, tout en jouant des doigts sur une guitare imaginaire. Je le pris pour un artiste. Sa chanson me donnait des frissons dans le dos, avec l'envie de rire et pleurer. L'après-midi tombait. C'était l'heure de mes achats, la dernière heure, celle des bonnes affaires, quand il ne reste plus du marché que d'aigres odeurs de fruits et légumes défraîchis, vendus à bas prix. C'était l'heure des bons restes, comme disait celle qui m'avait fait office de mère durant toute mon enfance. Je passais d'un étal à l'autre, palpais, sentais, des achats à évaluer par le toucher et l'odorat. Quelques rayons de soleil traversaient encore les crevasses des tôles tandis que d'autres passaient le filtre des canisses. Il n'y avait plus grand monde. Il paya pour moi les concombres et les patates douces d'œufs. D'un signe de tête à peine perceptible, je crus qu'il me demandait l'autorisation de me prendre la main. Mais il la saisit avant même d'avoir mon consentement. Vrai que mon cœur y consentait et cela devait se voir. Il tamponna mon front d'un mouchoir que je n'avais pas, puis l'arête du nez, la bouche, mes nichons qui pointaient tels des courges délicates. Vous devinez le reste. Sous la percale légère, mes seins s'affermirent, mes yeux grands ouverts brillèrent d'une profondeur inattendue, mon cœur, mes oreilles bourdonnèrent du « chéri, chéri, je t'aime », mes jupes se soulevèrent et tout mon corps s'ouvrit à lui. D'un jet, la sève secrète de ma vie fusa en tous mes sens, m'ensorcela, me projeta dans 1000 merveilles. Lèvres, poitrine, ventre, reins rayonnèrent d'émotion. Une coulée blanche se mêla à mon sang vermeil. Il m'en serra. Je ne fis rien pour le repousser, je me fis légère, lisse, vulnérable, désireuse que cela dure, une quête, un commencement et une connivence sans fin. Il m'emmena chez lui, sur la rive droite du Watanais, dont il me disait avec un souci de provocation évidente que c'était le plus sordide des bidonvilles et que dans ces terres misérables se levait le vent de la Révolution. À l'en croire, il avait établi là son point d'attache en raison même de la détresse de ses habitants. J'étais à 100 lieues de sa démonstration. Pour moi, la Révolution, c'était lui, son corps râblé, sa démarche de conquistador, sa silhouette mauve la nuit, son corps d'Indien cuivré et moiré, le désordre de sa chevelure, sa tête autour de mon bras, la chaude pression de son sexe auquel succédait le relâchement de tous mes sens. Pour moi, avec cette seule pensée en tête, tout se ramenait à lui. Allez comprendre. Mon espace, mon ciel, ma terre, c'était lui. Avec lui, même sans toi, quelques étoiles au-dessus de la tête m'auraient suffi. Saturé d'émotion, je ne voyais pas la paillasse souillée, le linge qui sortait d'un coffre entr'ouvert, la table basse et le sac ventru qui la recouvrait.
la cloison de bambou sur laquelle était collé un poster qui, je l'appris plus tard, était celui de Mao. Le train-train quotidien de la vie pratique m'amena peu à peu à franchir le tourbillon de mes émotions premières. Je vis petit à petit dans ses yeux l'afflux de forces étranges, troublantes. Je fus stupéfaite de voir comment les caresses des premiers mois pouvaient se travestir en brutalité, comme sous les dehors de tendresse se cachaient de soudaines pulsions l'amenant à des méchancetés de tous ordres. Il semblait y prendre de plus en plus goût. Il m'assaillait pour un rien, un épi de maïs trop grillé, une lichette de lard mal embrochée, une gourde d'eau à moitié vide, ma mine qu'il jugeait effrontée. Tout était prétexte à me plaquer au sol et à lancer qu'il m'enfilerait son braquemar jusqu'à la garde, expression ancienne de soudard espagnol que je ne compris que lorsqu'il passa à l'acte avec sauvagerie. Dans ses cris incendiaires, ses yeux écarquillés exprimaient son désir de ne pas me laisser échapper à son feu, et ses mains. L'une d'elles saisissant ma natte me faisait tournoyer avant de me coller au sol, me jeter sous lui sans ménagement tout en éructant des claquements graveleux. Je devenais la proie de ses obsessions, de son vertige, une proie terrassée, ravagée de partout sans dessus-dessous. Je ne me plaignais pas, je savais que mon univers commençait et s'arrêtait là. J'étais définitivement prise, offerte, consentante, préférant m'en tenir avec mon homme à la jouissance, même brutale, sans retenue, sans condition de jour ou de nuit. J'étais fébrilement sa soumise et sous les coups je vibrais d'une satisfaction mystérieuse. Une fois relevé, il gesticulait, pérorait, donnait des coups de pied aux deux seaux en plastique qui servaient tour à tour de toilette, d'évier et de bassine à laver le linge. Les seaux roulaient, rebondissaient parfois sur moi toujours affalés à même le sol. Quand il revenait vers lui, il les shootait à nouveau jusqu'à ce que fissure et immobilisation s'ensuivent. C'était son foot. J'étais sa harpie. De temps à autre, il ouvrait son sac ventru posé sur la desserte pour en sortir un livre ou des feuilles sur lesquelles il avait souligné rageusement ou triomphalement des mots qu'il me criait. Comme des punaises, écartelées, pendues, éventrées, violées, chicotes, ajoutant ça tout ça ça baigne. Gratos et viva les guérilleros du nouvel Inca, 3. Il tournait en rond, jurait puis disparaissait sans crier gare pour des lieux et des temps que j'ignorais. Lorsqu'il réapparaissait, je lisais sur son visage et ses habits les furies qu'il avait traversées. Je répondais à son humeur noire par de l'abandon total, dont je ne savais plus si c'était de la haine ou de l'amour. À croire qu'il ne pouvait aimer qu'en voyant un corps meurtri. Seuls les violents l'emportent, c'est écrit dans la Bible, criait-il. Il agitait le poing en l'air. T'as jamais vu le bleu du ciel après une tornade, tout est lessivé, purifié. La violence nettoie, elle engendre la beauté. On nous l'a dit à l'université. En Italie, il a fallu l'horreur des crimes des Borgia pour qu'apparaisse la Renaissance, Léonard de Vinci et la Joconde. Il jubilait sans le chaos primitif, le bing-bang, pas de monde nouveau. Rien ne pouvait arrêter ses déclarations ou ses regards hypnotiques. Je devais prendre sa violence comme une nécessité, une obligation amoureuse. J'avoue que parfois ces déclarations m'enivraient. Pour moi, le monde était ainsi fait. Avec des hommes de nature excessive, épris de volupté et terrassés de violence, il fallait se livrer toutes. Mon Tché n'était pas différent des autres. Moi, Sylvia, je ne l'étais pas non plus. Il en fut ainsi plusieurs années. Tout changea cependant dès qu'il s'en prit à mes enfants, à mes 2 premières filles. Un huracan confuso, ouragan sauvage, balaya alors tout et ne laissa aucune racine. L'exil commençait. Un vendredi saint. Elle n'avait pas prêté attention à sa démarche titubante, elle n'avait pas senti le pisco 4, ni vu ses yeux rougis. À ces signes annonciateurs elle aurait pu deviner une nuit violente où il aurait été préférable de s'esquiver avec sa petite, sa 3e, le plus silencieusement possible, rester toutes les deux invisibles, immobiles dans Apentis qui ressemblait plus à un cachot qu'à une resserre d'outils et de volailles. Ce jeudi saint, elle ressent encore jusque dans la gorge son souffle chaud et le coup qui la jeta à terre, loin de sa paillasse. Elle revoit le chien, fort perspicace, s'éclipsant en douceur, les cafards affairés s'enfuyant d'une boîte de conserve ouverte traînant à terre et l'homme, son homme, faux sourire, pantalon en accordéon sur elle, de tout son poids, de toute sa morgue tandis que sur le mur, au rythme des coups, les ombres de la lampe à pétrole s'agitent comme des pantins ensorcelants. Elle avait fermé les yeux. Elle se rappelle avoir attendu la mort. Un garçon qu'il me faut, un garçon tu entends.
Elle n'avait plus rien entendu. Elle avait découvert des yeux agrandis et noirs comme du charbon. Elle l'avait vu se relever, rester debout comme tétanisé, hagard, vacillant mais toujours menaçant. Elle avait même entendu le silence, un silence mugissant d'avant-tornade. Puis le cri de son enfant. Ce cri qui avait fait pivoter son homme comme s'il obéissait à un commandement venu d'ailleurs pour lancer son pied sur sa femme rebue, violée, empalée à nouveau de toute la férocité d'un ivrogne en transe. Tout à sa gloriole, il avait ensuite éclaté de rire, s'en était allé grignoter des épis de maïs et finir une bière déjà entamée avant de s'affaler de tout son long dans sa pisse et son odeur. Ce jour-là n'était pas un jeudi ordinaire, c'était la veille du vendredi saint. Pas un jour de grâce vraiment. Sous les coups de son homme, Sylvia avait pensé comme Judas que l'enfer n'était pas loin. Un enfer qui s'ouvre par un baiser, summum de toutes les trahisons. Elle se rappela que la coutume de ses ancêtres incas autorise dès le lendemain, vendredi saint, toutes les transgressions, toutes les paillardises, des plus bienveillantes aux plus ignobles. Christ est mort. Pendant 2 jours, dans le tombeau et ses bandelettes, il n'y voit plus rien. Christ est mort. Plus de témoins, plus de péchés, susurrait-on au village de sa grand-mère. Sylvia se signe à 2 reprises et automatiquement baise ses doigts croisés. C'est le bon moment, son heure pour passer à l'acte, se venger, fuir, sauver sa toute dernière, se sauver elle-même. Passant la main sur les ecchymoses de son visage, reprenant possession de son corps tout ankylosé de douleur, séchant ses yeux sur le rebord de sa jupe, serrant les poings, traînant un pied hésitant sur la terre souillée, sa décision est cette fois prise, définitive, elle sauvera sa dernière-née. Il n'y a ni loquet ni poignée, juste une boucle de fil de fer qui s'accroche à un clou. Elle pousse le battant de la porte, quitte l'enclos hérissé de pieux qui font clôture, s'évanouit dans la froide brume qui l'enveloppe de sa pénombre. Descendre, s'arrêter, sentir derrière soi sans se retourner, sa terre abandonnée, sa case rouillée au-dessus de laquelle courent des fils sur lesquels s'empalent de vieux sacs plastiques ou quelques chiffons venus d'on ne sait où. Partir, s'enfuir dans le scintillement poussiéreux de l'aube. Sans bonnet ni chapeau, dans une fraîcheur matinale agressive, Sylvia, tout en marchant, donne à son unique tresse mal nouée des allures pendulaires barrant par à coups un visage encore enflé par les horions qu'il lui a donnés. Sa robe lui colle au dos bien qu'il fasse plutôt frisquet. Ses savates de corde usée rendent sa marche hésitante sur des chemins pelés et sans âge. Le vent soulève régulièrement le bas de ses jupes délavées. Elle n'entend ni couinement d'animaux ni voix de gens, rien. Comme une automate, sans autre souci apparent que le manchon de chiffon verdâtre coincé d'une main sur son bas-ventre, elle avance, avec la ville de Cusco comme horizon. Non pas la Cusco des ancêtres incas, appelée alors Cosco, ni celle des touristes en mal d'aventure, mais celle du marché, là où elle s'enfouira dans l'incognito de l'immense vêture colorée de baraques et d'étals qui, loin de la cathédrale, donne l'impression de voilure et de mâts assoupis dans une anse gigantesque. Enfant, elle y a connu son premier éblouissement, sa première fête, entre les sacs de haricots et de farine, les jacas, les courges, les régimes de bananes, les racines d'igname et de manioc, là où marchand et marchand dont la couleur et l'odeur de sa terre. Dans la touffeur de cette grande halle métallique du marché officiel, elle tient à confier sa dernière-née, sa Rosa, emmitouflée dans le chaud bonnet coloré de son homme et lové comme un petit chaton tout enroulé sur lui-même. Elle ne l'a pas attachée dans le dos comme le font toutes les mamans, elle l'a nichée dans l'ovale de son bras droit, comme si déjà elle s'en était détachée. Elle ne tient vraiment pas à déverser quelque tendresse que ce soit sur cette 3e fille. Même à la naissance, elle n'a pas voulu la regarder, lui donner le sein, se la faire sienne. Elle s'est obstinément refusée à l'embrasser, à lui caresser la chevelure déjà bien nourrie, à lui passer la main jusqu'au nombril encore sanguinolent, à chatouiller, embrasser, mordiller la plante des pieds. Elle l'a éloignée de son corps, de sa chair, sachant qu'elle lui serait tôt enlevée par son homme comme les 2 premières, confiée, disait-il, à une tante d'Ayacucho, une inconnue. Sylvia marche tout en lâchant quand même, par intermittence, quelques mots aimables à sa boule de chiffon. Elle avale sueur et poussière, elle quitte des chemins ocres et rugueux, elle passe des bâtisses et des gargotes encore livides sous la brume persistante pour s'en venir finalement sur l'asphalte et même sous les feux d'une soudaine clarté solaire. Toute courbaturée jusqu'alors à l'approche de la ville, elle avance, presque altière, sans remarquer le chien pendu à un réverbère 5, ni les caniveaux bouchés par des détritus. Elle s'arrête quelques instants devant un homme comme le sien, gisant, le ventre gonflé de mauvaise bière, d'arec ou de coca.
Un bon coup de pied lancé dans l'entrejambe de cette affalée la fait intensément jouir, sa vengeance. Dans l'inconnu qu'elle agresse, elle revoit son homme, ses lèvres charnues gonflées d'alcool, ses mains déployées comme des battes, ses bras s'ouvrant et se refermant sauvagement sur elle qui ne lui a donné cette fois encore qu'une fille, une troisième. C'était hier. Avec sa petite dernière, elle se retrouve finalement aujourd'hui dans l'enchevêtrement d'étals si denses qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres dans un fouillis apparent qui donne chaleur et couleur aux divers présentoirs bricolés de planches, de tôles et de cartons. Elle ne peut s'empêcher de repasser par cette allée des bonnes affaires où son tché lui a volé l'amour. Elle revit dans l'instant son exaltation, l'agrippement de ses doigts sur la pointe de ses seins, ses lèvres, sa bouche goulûment sur la sienne, son corps électrisé, son vertige, la secousse de ses reins, ses étincelles inoubliables. Une incandescence trop tôt suivie d'enfermement, de violence, de rapt, de coups, de ces deux petites enlevées, parce que ce ne sont pas des filles qu'il me faut. Revenant à elle, sans relever la tête, elle enfile l'allée principale pour bifurquer dans le fouillis d'une travée encombrée de marchandises remisées, fruits, légumes, fleurs, boissons, ustensiles, couvertures, bonnets, ponchos, flûtes et même volailles. En fin de soirée, elle déroulera son manchon, là, incognito, en choisissant le genre de marchande qui, intuition aidant, lui inspirera confiance. Au marché. Comme si le rythme de sa vie s'était soudain ralenti, Sylvia marche avec une extrême lenteur. Les monceaux de fruits séchés, de pistaches, de lentilles, de légumes frais voisinent avec des ustensiles de cuisine en fer blanc. Elle croise des médicastres triturant leurs herbes et des rafistoleurs d'articles ménagers. Elle passe, indifférente, par les allées d'échoppes de vêtements, d'étoffes et de dessous féminins. Elle attend le moment propice pour s'arrêter près de la tablette branlante d'une carriole à bras, enchâssée incognito entre deux étals que surveille une Serena qui vit sans doute d'un commerce de vendeuse des 4 saisons. Enveloppée d'un châle malpropre, la Serena sort de l'ombre par instant pour discuter avec une voisine. Son attention va et vient d'un bout à l'autre de l'allée comme une personne aux aguets. Son visage ne se distingue qu'aux 3/4 et rend toute identification immédiate quasi impossible. Dans la trentaine sans doute, bien charpentée, elle a quelque chose d'un garçon manqué. Visage inexpressif dans cette pénombre, belle taille, ce qui est rare chez les montagnardes, teint cuivré, forte pommette relevée et rougie, yeux d'un noir brillant légèrement en amande, chevelure abondante plombée d'un chapeau melon posé sur la tête en équilibre instable et sans doute à la mode paysanne, 3 couches de jupon bouffant recouverts en partie d'une longue blouse jaune. Son chariot est coincé dans une encoignure, preuve qu'elle veut éviter la taxe d'ambulante de marché. Sa tablette dispose encore de quelques restes de tamal, d'anticuchos de chinchoulinsis, cernés de bocaux et de verres colorés de menthe, d'eucalyptus et de citron qu'elle déverse à ses clients dans de petits sacs en plastique. Dessous, se conservent d'autres ingrédients de qualité douteuse pour infusions diverses, du lait au chocolat, dont elle couvre des lamelles de banane, des abats de porc au tamal, des nouilles froides et même quelques cigarettes qu'elle vend au détail. Sylvia s'immobilise, attend. Rien ne bouge autour d'elle. Silhouette terne, elle se fond dans le décor, personne ne la remarque, nul ne lui prête attention. L'heure des emplettes est vraiment passée. Une chance pour Sylvia. De noirs nuages entaillent un soleil couchant et jettent un voile d'ombre opportun sur les étals. Laissant filer quelques œillades à droite et à gauche, sous la pression d'une émotion dont elle se serait crue immunisée, elle détend le bras, son manchon glisse sans bruit sur le rebord de la carriole. Bébé dort, à quoi pense-t-elle ? Avec une lenteur calculée, Sylvia se déplace ensuite sans faire de bruit. Sans même avoir l'air de bouger, elle bifurque vers une autre travée, rabat sur son crâne le chapeau que d'un geste quasi magique elle a ôté de sa poche, l'enfonce au ras des sourcils et en recouvre ses oreilles. Le ciel est bas, le jour est tombé. D'un pas décidé, sans se retourner, elle quitte le marché, s'engage dans le réseau très dense de petits commerces ambulants agrippés aux alentours du bâtiment officiel, encombrant la chaussée de toutes parts aux grandes dames de la police et des voyageurs se rendant à la gare toute proche. Puis, par des ruelles pentues, elle débouche finalement aux abords de la cathédrale et se mêle à une toute autre foule, dense, mouvante, priant. Un levain puissant brasse cette marée humaine prise dans une succession d'ombres et de lumières aveuglantes. De larges phares éclairent crûment cette foule compacte de dévots qui se pressent en cette soirée de Semaine Sainte à la suite d'une immense croix, celle du Seigneur des tremblements de terre que portent solennellement quelques officiers du culte, revêtus d'une immense cape blanche. Sylvia réajuste ses vêtements, reprend souffle,
se faufile dans le groupe d'une des multiples cofradiacettes de béates vêtues d'une tunique jaune avec manches et sans échancrure recouverte d'un large scapulaire de couleur brune. Elle contourne avec elle les murs forteresses de cette immense cathédrale baroque qui, au dire des historiens, exsude d'une tragique histoire de félonie, d'évangélisation, de colonisation qui n'a pas cessé depuis le XVIe siècle. Elle ne se soucie nullement du panache romantique et baroque de la procession, et des traits de lumière intermittents qui éclairent tout autant les vieilles dalles du parcours que les visages des fidèles. Sa marche oscille au rythme monotone des chants et de la musique aigrelette des flûtes andines. Elle pense à sa rosa, au bracelet de la maternité qu'elle a laissé attaché à sa cheville et sur lequel sont inscrits le prénom de l'enfant et sa date de naissance. Lui reviennent ces 3 jours, pas un de plus, passés à la maternité à 2 dans un même lit, sous un faux nom, celui que lui avait fourni son tché, d'une qui a trahi, avait-il dit. Arrêt. Lamentation, prière, cris, musique. La procession piétine puis reprend dans un déploiement de tissus et de guirlandes rouges qui flottent au vent. Quelques minutes plus tard, dans cette nuit portée au plus creux de l'imaginaire dévot, c'est la crucifixion symbolique, violence, violence toujours. Dans une tonalité lugubre s'élèvent les chants des lamentations et du miserere. Des bougies scintillent de partout, une sorte de gong retentit, c'est la dernière heure, les cloches ne sonneront plus désormais, le Christ est mort. Tout le monde s'agenouille. La procession prend fin et se désagrège lentement. La croix et sa victime volontaire sont descendues, un voile violet recouvre le bois sacré. Les chants cessent, le silence annonce que l'émotion de la foule est elle aussi consommée. De sourdes et ultimes pulsations musicales accompagnent l'homme qui fut, quelques heures durant, le Christ du chemin de la croix. Ensanglanté et contusionné, il se dirige vers l'autel, s'agenouille et remercie humblement le Seigneur de l'avoir accepté comme son remplaçant provisoire. Comme sortant d'une soudaine bourrasque, Sylvia se reprend et suit machinalement 2 béates. Quelques coups de heurtoir sur une immense porte et la voilà dans une salle d'études de la Casa Martin de Porres 8, maison populaire que son tché avait fréquentée quelques mois en tant qu'étudiant démuni. On y assure des cours de formation gratuits, tout en offrant un abri provisoire à des adultes en difficulté. Sylvia entre sans complexe comme si elle était attendue et annoncée. Elle indique simplement qu'elle ne peut retourner seule à cette heure de la nuit, qu'elle. Inutile d'en ajouter plus, c'est vendredi saint, l'accueil est spontané sans formalité. Un dortoir commun lui est indiqué, un lit. C'est tout ce qu'elle demande. Elle s'allonge, tire le drap sur la tête, s'endort comme étouffée de sommeil. De sombres présages marchent devant elle. Rumeurs sinistres, sang répandu, tornades de destruction et de mort dans un sauvage murmure de prière et de prosternation à la Pachamama, la grande déesse mère qu'elle associe à la Vierge Marie. Nuit. 2. Rosa et Marisol. Le ciel blêmissait. Rangeant ses flacons, la Serena Marisol perçoit un manchon de laine coloré sur le rebord de sa carriole. Elle pense instinctivement à un paquet laissé là par une cliente quand elle en entend sortir un bruit, non pas un pleur, encore moins un cri, un pépiment d'oiseau. Sous ses yeux, l'oiseau devient rapidement l'oiselle, une superbe petite fille à la noire chevelure déjà épaisse. Sa bouche, ses yeux immenses et innocents font vibrer la Serena. Ses lèvres se mettent à trembler. Elle cherche des mots qu'elle ne parvient pas à prononcer puis elle baise les mains, le cou et plus longuement le front du bébé. À plusieurs reprises pour elle seule, elle hoche la tête répétant comme dans une comptine « Jolie ma Joliette » pour ajouter « Tu es mienne, mienne ma mignonnette ». Après quelques instants d'hésitation, elle extirpe l'enfant manchon de son encoignure et l'attache sur le dessus de sa carriole. Adoptée. La carriole roule lentement pour se mêler subrepticement à la marée ordinaire de bus, de voitures, de vélos, de piétons des soirs d'été. En avançant, Marisol baisse la tête, jetant de temps à autre un coup d'œil sur les gens qu'elle croise, heureuse de voir que personne ne se soucie de son existence ni de celle de la petite. Elle atteint des venelles enfouies dans le noir, où circule un monde moins dense, tandis que les lumières s'égrènent à intervalles de plus en plus distants pour disparaître finalement au bord d'un repli de terrain où s'entassent des baraques qui, la nuit, donnent l'impression d'être encastrées les unes dans les autres. Elle ne pense pas contacter la police, trop dangereuse, capable même de vendre la petite à des gringos en mal d'adoption, des enfants volés ou à la recherche d'organes vitaux pour les leurs. Elle avait lu cela dans les journaux. À Lima, dans le quartier résidentiel de Miraflores, la police avait découvert qu'une maison de riches abritait en fait un mini-hôpital clandestin qui se spécialisait dans les greffes de reins et de foie.
Les organes étaient prélevés de gré ou de force sur de pauvres journaliers, des mendiants ou des enfants enlevés qui disparaissaient ensuite on ne sait où. Les organes étaient transplantés sur de riches patients, le plus souvent venus de l'étranger. C'était un business crapuleux et juteux. Payés à la commission, les rabatteurs, pires que des piche-tacos neufs, étaient chargés de les attirer jusque dans les griffes du réseau. Les clients, américains, canadiens et même saoudiens, étaient reçus dans une guest house au prix de 10 à 20 000 $. Son homme, comme s'il en avait été victime, lui avait même décrit toutes les atrocités de mafieux qui extirpaient les yeux, les reins, les cœurs d'enfants pour les vendre à des cliniques privées. La presse y revenait si souvent que le gouvernement travaillait à une loi nouvelle sur l'adoption des enfants, laquelle constituait la voie détournée la plus fréquente pour de tels agissements. La Serena n'imagine pas un seul instant la maman de la petite revenant sur ses pas. Elle n'imagine pas plus un appel à témoins, en vue de retrouver la mère. L'enfant trouvé devient tout simplement un don de Dieu, une fille qui complète la famille de ces 3 garçons. Depuis le temps qu'ils attendaient une petite sœur. De retour chez elle, Marisol n'a pas à affronter son homme, subitement disparu. Il l'a quitté ou la guérilla le lui a enlevé depuis des mois, qui sait. Par contre, c'est avec joie et curiosité que ces 3 garçons accueillent la mignonnette. En guise de bienvenue, ils agitent à tout rompre la clochette du chariot de leur maman. Des sons joyeux et saccadés provoquent un sourire étonné sur les lèvres de la petite. Le soir, en la changeant pour la nuit, la nouvelle maman et ses enfants découvrent le prénom de l'inconnue, Rosa, inscrit sur le bracelet de coton enroulé à son pied droit. Tels des loups enragés. Sylvia se réveille, se déplie, yeux chassieux et ensommeillés. Se met debout encore toute sonnée de ce vendredi saint de misère et de délivrance. Elle se retrouve au pied d'un escalier la menant à la cuisine, d'où émanent de piquantes saveurs d'un repas en préparation. Elle descend quelques marches. Dans l'angle mort, elle voit une cagette de bananes. Elle en prend 2 en se dirigeant vers une large table encore tout encombrée de vaisselle, de pain, de carafes et d'une canette d'Inca Kola. 2 filles la saluent et lui servent du café sans même poser une seule question. Instant de silence. Elle s'assoit, fourrage dans sa chevelure qu'elle finit par natter. Eh bien, pense-t-elle, tout est arrangé. Rien de grave. Ma petite s'est envolée. C'est tout. Simplement. Sauvée. Il y a là autour d'elle, des filles mères, des femmes échappées des mains terroristes des hauts plateaux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.